Bonjour à tous. En tout cas, c'est un plaisir d'être parmi vous. Je vais essayer de vous faire découvrir aujourd'hui donc une œuvre que nous possédons au sein d'une église d'Agde. Cette église, c'est l'église Saint-Sever, et nous avons un crucifix que beaucoup de gens nous envient, puisque nous sommes en train d'essayer de le faire attribuer à Michel-Ange. Ce qui n'est pas simple. Alors, ce crucifix donc, a fait l'objet de nombreuses publications depuis le début du XXe siècle, comme vous pouvez le constater. Et la dernière d'entre elles date de 2019. Elle a été faite par un Sétois, personne n'est parfait. Il s'appelle Jules Cruel Capes Minutolo. On reviendra sur le travail formidable qu'il a réalisé durant de nombreuses années. Alors, je vais commencer par la légende, parce qu'en fait, ce crucifix donc, fait l'objet d'une légende qui est apparue assez tardivement, puisque ce crucifix, nous le datons de la fin du XVe, début XVIe siècle. Et la légende n'est apparue qu'au début du XXe siècle. Et c'est notamment donc Monseigneur Lazaire, qui était à l'époque évêque de Saint-Sever, qui en a parlé pour la première fois en avril 1902 dans le cadre du bulletin de l'église de Saint-Sever, petite église qui se trouve au centre-ville d'Agde, qui est une église de pêcheurs. Alors voilà ce que dit cette légende. Vous connaissez tous la légende du Saint-Christ. Un inconnu de haute stature, d'une beauté ravissante, se présente un jour à l'hôpital, demandant l'hospitalité. Sous prétexte de faire un travail, il réclame qu'on le laisse une semaine tout seul. À peine si 2 fois par jour, un serviteur fidèle lui faisait passer une ouverture, une frugale ration. Plus d'une semaine se passe, et ne voyant pas l'inconnu apparaître, on brise la porte, l'ouvrier avait disparu, la nourriture était intacte et un beau Christ, tel qu'on n'en avait jamais vu, se trouve dans la pièce. Voilà un peu comment est apparue cette première légende. Alors, ensuite, elle a été reprise. Donc comme je vous l'ai dit, la première légende, c'est celle du bulletin paroissial. Ensuite, on l'a retrouvée sur des cartes postales qui ont été éditées de 1902 à 1906. Et puis, cette légende, elle a été transmise en gros de génération en génération, notamment avec Jules, que vous voyez donc sur la gauche, qui fait partie de la confrérie du Saint-Christ d'Agde, et qui a grand plaisir à raconter cette légende aux jeunes agatois. Alors, moi je vais faire référence aux premières mentions historiques. Les premières mentions historiques du Saint-Christ datent de 1653. Il s'avère qu'à l'époque, nous avions un évêque d'Agde qui s'appelait Fouquet. C'était le frère du surintendant Fouquet de Louis XIV. Et donc, l'évêque Fouquet a décidé d'ouvrir un séminaire, et pour diriger ce séminaire, il a fait venir Raymond Bonal. Il s'avère que Raymond Bonal a été rapidement contaminé par la peste, et il est décédé très très rapidement, et Raymond Bonal a souhaité être enterré au pied de l'autel du crucifix. À l'époque, le crucifix se situait dans une chapelle de l'église Saint-André d'Agde. Alors là, je vous ai porté le document, vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est un document, c'est un cahier qui a été recopié par Paul d'Espédis, un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Paul d'Espédis était curé de l'église Saint-Sever, et ce qui est intéressant dans ce cahier, c'est qu'il parle du Saint-Christ, et notamment des vertus qu'on lui attribue. Alors, parmi les vertus qu'on lui attribue, il fait des miracles. Alors, les miracles, je vais vous en citer quelques-uns. Donc, Mademoiselle Fumée, qui marchait courbée et s'appuyait sur un bâton, sans pouvoir voir le ciel, se redresse et se tient fort droite et marche
sans bâton. Un enfant, fils d'un chirurgien, qui avait une grosse tumeur, qui l'a empêché de marcher, touche le crucifix, le lendemain au réveil, la tumeur a disparu. Une femme presque aveugle retrouvera la vue. Un individu avec la bouche en feu, pleine de chancre, se retrouve guéri. Un prêtre digne de foi assura qu'un enfant qui n'avait vu que le premier mois de sa vie, puis avait les yeux fermés, les autres 6 mois, retrouve la vue après avoir touché le crucifix. Des paraplégiques retrouvent l'usage des bras et des jambes. Voilà, c'est quand même surprenant. Je peux vous en citer d'autres, hein. Le texte fait une quinzaine de pages. Donc ce crucifix a suscité forcément énormément d'intérêt. Donc nous passons, donc, après 1745, nous passons à la Révolution, où des forcenés, alors ça c'est une version, il y en a plusieurs, des forcenés le jetèrent à la rivière, mais un pêcheur le ramena de nuit dans ses filets et le cacha précieusement dans sa demeure. Moi je m'appuierai plutôt sur une autre version, qui est plus récente que celle qu'on vient d'évoquer. Celle que je viens d'évoquer date du début du XXe siècle. Moi, je fais référence à un texte qui a été réalisé par Jean-Baptiste Grasset entre 1837 et 1840, donc très proche de la Révolution. Il s'avère que Jean-Baptiste Grasset est né à Agde, juste avant la Révolution, donc en 1791, et il a été archiprêtre de la cathédrale Saint-Étienne d'Agde de 1835 à 1837. Et ce que nous dit de façon très intéressante Jean-Baptiste Grasset, c'est que le Saint-Christ d'Agde n'aurait échappé aux flammes si un pieux agatois ne le soustrait à la fureur des impies, et déjà on lui avait coupé les jambes et les bras lorsque celui-ci emporta de nuit le tronc dans un champ sur le chemin de Notre-Dame. Donc pour ceux qui connaissent Agde, le chemin de Notre-Dame se situe pas très loin du boulevard du Saint-Christ, le long de l'Hérault. Alors ce Saint-Christ, au départ, il était au maître d'autel de l'église Saint-André jusqu'à la Révolution. Et ensuite, après la Révolution, quand l'église Saint-Sever a réouverte en 1806, et il sera transféré donc dans l'église Saint-Sever où il se trouve aujourd'hui. Alors ce Saint-Christ fait l'objet de toutes les attentions. Nous sommes en 1835 et le choléra asiatique se développe de façon très rapide en Europe, et donc des processions sont organisées. Et pour vous donner une idée de l'impact de cette procession, quand le début de la procession arrive à Notre-Dame-du-Gros et que les derniers quittent la cathédrale Saint-Étienne au centre-ville d'Agde, c'est environ 5 km, vous avez le début de la procession qui arrive au Gros, alors que les derniers partants sont toujours dans la cathédrale. Alors, je vais vous parler très rapidement de la tradition. Donc, depuis 2010, une confrérie s'est recréée au niveau du Saint-Christ. À chaque fête de Pâques, le Saint-Christ est descendu de son positionnement dans l'église, de sa chapelle, il sort de sa chapelle, et il est porté dans les rues d'Agde. Il est porté par les pêcheurs, par les viticulteurs et les jouteurs. Dans la tradition agatoise, et ça c'est assez exceptionnel, on le retrouve que dans certaines villes d'Espagne, les processions du soir du vendredi saint sont réservées aux femmes. Et ce sont les femmes qui portent le Saint-Christ. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un petit crucifix. Il fait 1,82 m. Les belles agatoises le veillent. Et la confrérie, donc, qui est chargée de pérenniser les traditions cultuelles et culturelles. Alors, je vais enchaîner par l'œuvre et son attribution.
Donc c'est une œuvre qui est classée depuis 1911, elle est du début du XVIe siècle, fin du XVe, 1,82 m, en tilleul ou pouplier. Il s'agit d'un Christ à l'agonie. Vous voyez, ses membres sont robustes, bien dessinés. Vous voyez apparaître le système veineux qui est très bien marqué. Comme il s'agit d'un Christ supplicié, il a tous les stigmates de sa passion, dont le coup de lance que vous pouvez voir au bout du doigt. Et il est en plusieurs morceaux. Alors, il y a des morceaux qui étaient d'origine, enfin, on va dire, des morceaux qui étaient prévus d'origine pour le constituer, mais il y a eu des morceaux qui ont été nécessaires, suite aux turpitudes qu'il a vécues. Parce qu'en fait, quand il a eu les bras et jambes cassés, il a fallu effectivement le rénover sérieusement. Voilà le Christ radiographié. Et là, vous pouvez voir les entures, c'est-à-dire les points où, attendez, c'est par ici, où on peut, alors on va le voir sur la diapo qui va suivre. Vous voyez, les entures se situent ici. Vous voyez, c'est ce qui a permis de réparer. Et là, vous l'avez ici, le rond, là, ici, pour réparer effectivement l'œuvre. Oui, pour réparer l'œuvre, excusez-moi. On a fait des analyses au niveau des peintures, et donc effectivement, on constate qu'il y a différents types de peintures. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a des gesso italiens, et que les gesso italiens à l'époque étaient vraiment des pigments très particuliers qu'on ne trouvait quasiment qu'en Italie. Alors, ce Saint-Christ, sa signature, une œuvre de Michel-Ange. Alors, Jules Cruel-Capes Minutolo, donc, comme je vous l'ai indiqué, est né à Sète. Et depuis 34 ans, il travaille sur l'attribution à Michel-Ange. Il a fait énormément d'investigations, de confrontations, et il a sorti un livre que je vous proposerai à la fin de la séance, si certains sont intéressés, qui s'appelle effectivement Michel-Ange, sa signature et le Saint-Christ d'Agde. Alors l'origine de ces recherches, en fait, Jules un jour a vu arriver à Agde certains parents de sa famille qui vivaient aux États-Unis. Et ces Américains étaient à la recherche de leurs origines, de leurs racines. Ils sont allés avec Jules au musée Baudou, et Jules a découvert en fait qu'un des anciens évêques d'Agde, de la fin du XVe siècle, c'était un de ses ancêtres. Jacobus Minutolo. Alors il a entrepris d'investiguer, bien sûr, il a travaillé sur l'œuvre et rapidement, il a été convaincu que cette œuvre pouvait être attribuée à Michel-Ange. Et donc, il a commencé un travail remarquable d'analyse. Alors, voilà par exemple deux visages, celui du Saint-Christ d'Agde et le Christ de la Pietà Vaticane. La Pietà Vaticane, c'est la seule œuvre attribuée à Michel-Ange parce que c'est la seule signée par Michel-Ange. Après, je vous expliquerai comment Michel-Ange signait ses œuvres. Vous avez le visage de la Pietà Vaticane avec le visage du Saint-Christ d'Agde. Les proportions sont tout à fait identiques. On a comparé les abdominaux, le périsonium, les cuisses, les jambes, énormément de similitudes.
Toujours dans la même lignée, la grande taille des mains. Les mains du David sont disproportionnées par rapport à sa taille. C'est le cas également du Saint-Christ d'Agde. Elles sont marquées et elles sont tout à fait dans le style de Michel-Ange. Les pieds grecs le sont également. Et on retrouve dans le crucifix d'Agde le mouvement qui caractérise le maniérisme, comme le faisait Michel-Ange. Le contrapposto également, qui met en valeur les appuis des différents personnages. Et un point également, qui est plus difficile à identifier, mais c'est le non finito. Enfin, un élément qui paraît sans utilité, le bandeau. On s'est posé la question de savoir si c'était une signature. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes les œuvres de Michel-Ange avaient ce bandeau. Parce qu'à l'époque, il y avait du mécénat. Et donc, les artistes ne signaient pas leurs œuvres. Michel-Ange l'a fait qu'une seule fois. Parce que quand il a réalisé la Pietà Vaticane, il l'a réalisée tellement rapidement, et cette œuvre était tellement magnifique que personne ne pensait que c'était à lui, que c'était lui qui l'avait réalisée. Et donc, il a décidé de signer cette œuvre. Il l'a signée qu'une seule fois. Là, vous avez la signature qui est ici, qu'on retrouve un peu plus gros. Michel-Ange, le Florentin, l'a réalisé. Donc la signature que vous voyez sur les esclaves également, enfin le bandeau, et à la fin de sa vie, sur une de ses dernières œuvres, dernière Pietà, à 80 ans, il authentifie sa signature avec son visage et le bandeau. Le bandeau et le visage. Là, je vais vous présenter très rapidement la comparaison entre trois œuvres. Le Saint-Christ d'Agde, sur la droite, et deux œuvres qui ont été attribuées à Michel-Ange. L'une est le Christ du San Spirito et l'autre de Massa Carrara. De par les tailles quasiment identiques, je fais la comparaison avec celui de Massa Carrara, qui a été attribué à Michel-Ange par Alessandro Paronci. Oups, je vais aller peut-être un peu vite là. Vous voyez de grandes ressemblances sur la forme de l'abdomen, les côtes, l'arc costal. Regardez les muscles du dos. Enfin maintenant, pour faire évoluer notre attribution, Jules Cruel-Capes Minutolo a réussi à faire venir des experts à Agde. Des experts mondiaux qui ont écrit sur Michel-Ange. L'un s'appelle Rolando Bellini, il est professeur à l'Académie de Turin, co-auteur d'une monographie sur Michel-Ange en 92. Et il nous a dit « Je vous autorise à dire qu'il est de l'atelier de Michel-Ange ». C'était déjà un premier pas. Ensuite, un deuxième expert est venu. Il est venu bénévolement, pendant ses vacances, des États-Unis. Il s'appelle William Wallace. Il a participé, c'était un des consultants, des conseils lors de la rénovation de la chapelle Sixtine. Il a écrit 8 ouvrages sur Michel-Ange. Il fait des conférences dans le monde entier. Il a été professeur à Harvard. Et donc, lors de sa visite, il a demandé à Jules de publier ses résultats. Et il a signé la préface de Jules Capes Minutolo. Son dernier ouvrage, c'était Michel-Ange, l'architecte des dieux. Alors, la question qu'on se pose également, c'est comment cette œuvre a pu arriver à Agde, dans cette église de Saint-André.
Alors il s'avère qu'à l'époque, il y avait des évêques comtes d'Agde qui étaient extrêmement puissants, puisque le diocèse d'Agde était très riche. L'un d'entre eux s'appelle Nicolas Fieschi, d'origine italienne, de la région de Gênes. Il est évêque d'Agde de 1498 à 1894, de 1880. Et il s'avère que lorsque l'ambassadeur du roi de France arrive à Rome, en 1491, Jean de Bellière-la-Grenasse, mais quand cet ambassadeur arrive à Rome, il va loger chez l'évêque d'Agde, dans son palais de Rome. Et Jean de Bellière-la-Grenasse, c'est celui qui a commandé la Pietà Vaticane à Michel-Ange. Ensuite, on a en évêque la famille Devesque, Jean Devesque de Montjoux. Celui qu'on voit en dessous, Étienne Devesque, était le principal ministre de Charles VIII. C'est lui qui a déclenché les guerres d'Italie, très proche des Médicis. En dessous, il y a une plaque qu'on trouve encore dans l'église Saint-Sever à la gauche du chœur. Et Fieschi a fait reconstruire l'église qui a été inaugurée par Jean Devesque de Montjoux à l'époque. On a Nicolas Fieschi qui devient cardinal, et ce cardinal a contribué à la construction de l'église Saint-Pierre de Rome. Il a visité le chantier avec Bramante et avec Jules II. Il a failli être pape 3 fois. Il a refusé d'être pape sur la fin de sa vie. Et par contre, il s'est battu pour réobtenir en commande, c'est-à-dire en gestion et en revenu, le diocèse d'Agde. Et il obtient le diocèse d'Agde grâce à un de ses amis qui s'appelle le cardinal Soderini. Le cardinal Soderini, c'était le frère du Gondolfier de Florence qui a commandé le David à Michel-Ange. Ensuite, on a Charles-Antoine Devesque, évêque d'Agde également. Donc, petit-fils d'Étienne Devesque, et on va dire que sa grand-mère donc, était la nièce de Georges d'Amboise. Georges d'Amboise, c'était le principal ministre de Louis XII, qui a failli être pape également. Ensuite, il y a eu François-Guillaume de Clermont-d'Odève, qui était l'oncle du précédent, cardinal Légat. Après, nous avons, pendant les guerres de religion, Emery de Sanseverino, qui était un proche de Catherine de Médicis. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors c'est celui qui a repoussé les protestants en 1567, mais comme les protestants avaient pu pénétrer dans la cité d'Agde et détruit toutes les églises en 1562, il avait fait don d'œuvres aux églises d'Agde. Et parmi les dons, vous verrez à la fin une grande croix, une croix pectorale, possiblement le Saint-Christ. Ensuite, nous avons Henri Ier de Montmorency. Henri Ier de Montmorency, duc de Montmorency, connétable de France, comte de Sète, possédait les esclaves de Michel-Ange, qui sont exposés au Louvre aujourd'hui. Et il s'avère qu'il avait une affection particulière pour Agde, puisqu'il s'est marié à Agde, et il a décidé d'être enterré en capucin, alors qu'il avait plus de 130 châteaux en France. C'était l'un, si ce n'est le seigneur le plus riche de France. Il s'est fait enterrer en habit de capucin au Gros d'Agde, à Notre-Dame du Gros. Vous pouvez, sa sépulture est au centre de l'église du Gros d'Agde. Et en 1612, il prend des dispositions au travers d'un codicille que nous recherchons aujourd'hui, où il fait plein de légats aux autres et d'œuvres pies aux autres églises d'Agde et de Pézenas. Il s'avère que, si je continue, je vais rapidement m'arrêter, rassurez-vous, mais il y a Louis-Emmanuel de Valois. L'un de ses grands-pères s'appelait Henri Ier de Montmorency, le second, Charles IX, roi de France, qui était évêque d'Agde. Balthazar de Budos, le beau-frère d'Henri de Montmorency. Et enfin, je vais terminer par les frères Fouquet.
Les frères Fouquet, François, Louis, étaient les frères du surintendant Nicolas Fouquet. Et leur vicaire général, Charles, était tout simplement le fils du surintendant Fouquet. Et donc, on peut dire qu'il y a quand même de bonnes possibilités que parmi ces gens-là, l'un soit le donateur du Saint-Christ d'Agde. Ensuite, si je reprends les archidiacres, les vicaires généraux, les chanoines, les consuls, ils viennent tous de familles extrêmement riches. Je peux parler des Bandinelli, qui a pour origine une famille de Florence. Bandinelli était un des concurrents de Michel-Ange. Bon, pourquoi pas. Nous avons aussi Théris, qui était un corsaire agatois, très connu, qui a peut-être pu récupérer ce type d'œuvre. Enfin, en conclusion, l'attribution à Michel-Ange, voilà ce qu'écrit William Wallace à Jules. The Arch Crucifix certainly would put the Italian state crucifix in the Bargello to shame. Alors, si on prend une traduction très soft, comme on dirait, eh bien en fait, le crucifix d'Agde pourrait faire de l'ombre. Alors, donner la honte, certains disent donner la honte, je serais plus modéré, mais pourrait faire de l'ombre au crucifix qui se trouve au Bargello à Florence et qui a été attribué à Michel-Ange. Et ça, c'est, si ce n'est le plus grand expert au monde de Michel-Ange, l'un des plus grands, qui l'a écrit à Jules Cruel-Capes. Mais pour faire attribuer une œuvre à Michel-Ange, il faut réunir des experts du monde entier. Et une petite association comme le nôtre ne s'appelle pas le Louvre, et donc c'est très compliqué pour nous. Par quel biais le Saint-Christ est-il arrivé à Agde? Ben, ça reste une énigme. On aimerait bien retrouver le codicille de Montmorency. Nos recherches progressent chaque année, mais pour l'instant, on n'a pas d'écrit sur ce point. Voilà, j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour le livre sur le Saint-Christ, que je peux vous proposer à la sortie si vous êtes intéressé. Il y a un livre également sur Henri de Montmorency, qui est sorti ce matin, que je me suis permis d'apporter. Et sachez également qu'au 1er décembre sort un livre sur le parler agatois, le parler traditionnel. Voilà, je vous remercie de votre attention et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Timing ?